Donc ça, c'était l'intro. Maintenant, on va voir la première partie du jeu. Alors commençons déjà par la base. Donc déjà, on va mettre un fond étoilé. Voilà. Ensuite, on va afficher la Terre. Alors pour ça, on va simplement faire un disque vert avec des anneaux bleus autour pour l'atmosphère. Ensuite, alors pour la fusée, je vais prendre cette image-là et je colorie en rouge la partie que je ne garde pas. Alors ça, c'est la fusée moteur éteint et il nous faut aussi la fusée moteur allumée. Voilà. Maintenant, comment positionner la fusée et la Terre sur l'écran, enfin où les positionner plutôt. Alors pour la fusée, je veux qu'elle soit toujours au centre de l'écran, hein. Enfin, c'est un choix, hein. On va partir sur ce choix-là. Et du coup, va falloir cette fois positionner la Terre au bon endroit. Donc ça, déjà, ça va dépendre de où se trouve la fusée. Par exemple, si la fusée est à droite de la Terre, je vais positionner la Terre à gauche, et inversement. Et ça va aussi dépendre du niveau de zoom. Par exemple, si on dézoome au maximum, là, la Terre, elle apparaît en tout petit juste à côté de la fusée, et plus on zoome, plus la Terre s'éloigne de la fusée, ce qui est logique. Et alors ensuite, la Terre, donc quelle taille elle aura sur l'écran, et ça, encore une fois, ça dépendra du niveau de zoom, logique. Après, donc on va voir les contrôles de la fusée. Alors, le joueur va déjà pouvoir tourner à gauche et à droite, et il va pouvoir allumer ou stopper les moteurs. Alors ensuite, donc pour les caractéristiques de la fusée, donc on va mettre une accélération de 4G. Alors l'accélération, si je vulgarise vraiment à mort, on va dire que c'est allez, la puissance des moteurs. On va dire que c'est ça. Ensuite, il va falloir calculer le déplacement enfin le mouvement de la fusée, en fait, le déplacement, sa trajectoire. Donc pour ça, on va injecter ces formules dans notre programme. Euh, Après, on va mettre quelques indicateurs à l'écran, genre l'altitude, la vitesse, etc. On va aussi mettre une fonctionnalité pour afficher la trajectoire de la fusée, pour pouvoir visualiser où on se dirige. Ah oui, on va modéliser aussi la résistance de l'air. Donc l'idée c'est que plus la fusée va vite, plus on a la résistance de l'air. Et donc plus la fusée est haute en altitude, moins il y a de résistance de l'air. Et selon comment la fusée est orientée, la résistance de l'air sera impactée. Alors maintenant, qu'est-ce que ça fait la résistance de l'air? Alors déjà, ça va limiter l'accélération de la fusée, comme on peut le voir ici, et ça va aussi la faire tourner un peu dans tous les sens. Donc maintenant, on va mettre le son de la fusée, voilà. Et enfin, un menu pause. Voilà, donc ça c'était, on va dire, la base, si on peut dire. Maintenant, on va introduire les objectifs et guider le joueur. Alors, au tout début du jeu, déjà, on va mettre un tuto pour expliquer les touches et les indicateurs à l'écran. Et pour que le joueur ait le temps de lire le tuto, on va mettre le jeu en pause. Et c'est seulement quand le joueur appuie sur Entrée qu'il retourne au jeu. Ensuite, alors après, si vous jouez à Carbal, vous savez peut-être qu'après le décollage, en fait, il faut s'incliner environ 45 degrés pour prendre de la vitesse horizontale. Donc c'est ce qu'on va dire aux joueurs. On va lui dire genre incline-toi un peu plus par là, là c'est bon, voilà. Et s'il est mal incliné pendant plus de 10 secondes, on fait un fondu et le jeu s'arrête. Voilà. Alors encore pour les joueurs de Kerbal, peut-être que vous savez qu'en gros, au bout d'un moment, en fait, il va falloir stopper la poussée, les moteurs, pour pas que l'apoapside soit trop haute.
Donc c'est ce qu'on va dire au joueur. Alors il faut par contre que ce soit bien visible, hein, du coup je vais le mettre en rouge et le faire clignoter. Voilà, donc là je pense qu'on peut pas vraiment le louper. Et encore une fois, donc si, s'il ne le fait pas, et ben, au bout de 10 secondes, on fait un fondu et puis le jeu il s'arrête. Donc maintenant, bon bah ça y est, on est dans l'espace, et à ce moment-là, je pense bah, que le joueur, il aimerait bien peut-être dézoomer la caméra pour voir la Terre et la fusée dans le même plan. Donc on va introduire au joueur la fonction du zoom. Alors bon bah on pourrait simplement lui dire les touches et puis basta quoi. Mais je pense que c'est encore plus efficace si on lui fait carrément, si on lui fait faire carrément au joueur. Du coup, on va mettre le jeu en pause et on lui indique pour dézoomer, c'est la touche moins par exemple. Maintenant, essayez de dézoomer jusqu'à 10 000 km. Et tant qu'il n'a pas fait le dézoom, eh ben, le jeu reste en pause. Et on fera pareil aussi pour zoomer. Voilà, comme ça, en fait, on est sûr vraiment que le joueur il maîtrise cette fonctionnalité avant de passer à la suite. Maintenant, on va aussi afficher la trajectoire de la fusée. Donc, on va afficher aussi l'altitude maximale de la trajectoire et dans combien de temps la fusée atteindra cette altitude. Alors, si vous jouez à Kerbal, vous savez sûrement que quand on atteint ce point, bah, il faut réallumer les moteurs jusqu'à ce que, bah, pour se mettre en orbite. Donc là, du coup, on va dire au joueur manœuvre dans tant de secondes. Alors là maintenant le joueur, bon, bah, il se dit que c'est un peu relou d'attendre plusieurs minutes sans rien faire. Et encore là c'est quelques minutes, mais plus loin dans le jeu, des fois ça pourra durer des heures. Bref, donc c'est le bon moment je pense pour introduire au joueur la fonction qui permet d'accélérer le temps. Et là du coup même principe, hein, on va lui faire lui-même. Alors maintenant, là il y a un petit souci cette fois, c'est que bah, l'histoire de mettre le jeu en pause pour montrer comment on accélère le temps, bah, c'est quand même un peu perturbant quand même, on va pas se mentir. Donc ce qu'on va faire, c'est que le jeu, en fait, on va pas le mettre en pause. Par contre, si au bout d'un certain temps, le joueur n'a pas fait ce qu'on lui demandait, et bah on fait un fondu et puis le jeu s'arrête. Voilà, donc et maintenant, alors c'est là que le joueur va devoir se mettre en orbite. Donc pour ça, on va lui indiquer alors, dans quelle direction il doit allumer les moteurs et pendant combien de temps. Et ça, bah, il faut le calculer. Donc pour ça, je regarde donc la vitesse actuelle et la vitesse donc, que je veux avoir, donc c'est-à-dire la vitesse orbitale. Et du coup, bah, j'en déduis la modification de vitesse à appliquer. Donc là, je sais déjà que je dois me propulser dans cette direction. Et pour la durée de la propulsion, bah, on va la déterminer en fonction de la puissance des moteurs. Voilà. Maintenant que le joueur est en orbite, donc il va devoir faire une autre manœuvre pour rejoindre le vaisseau interstellaire. Donc là, même chose, hein, on indique dans combien de temps il doit effectuer la manœuvre. Et pendant la manœuvre, ben, pareil, on indique la direction de la poussée, pendant combien de temps, etc. Alors pour ceux oui, d'ailleurs qui se demandent comment on calcule tout ça, bon, bah, j'avoue que c'est un poil compliqué. En gros, on utilise les lois de Kepler, hein, voilà, bon appétit. Et du coup, bon, bah, on va peut-être pas forcément s'infliger ça dans la vidéo, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et la dernière étape, le joueur est sur une trajectoire de transfert vers le vaisseau interstellaire.
Donc on va juste lui indiquer dans combien de temps il atteindra le vaisseau. Quand il atteint le vaisseau, on va faire un fondu. Et hop, on passe à la deuxième cinématique. Ah oui, puis en dehors des manœuvres, on va peut-être empêcher le joueur d'allumer les moteurs, parce que sinon, bon bah évidemment, ça va foutre la merde. Après, on va mettre un système de sauvegarde automatique, bon, parce que déjà, ça coûte pas grand-chose à faire, et puis bah, ça évite au joueur de devoir recommencer inutilement, quoi. Enfin, c'est un peu le principe de la sauvegarde auto. Les sauvegardes auto, on va les mettre au point marquant du jeu. Euh, donc là, bah, on est à peu près bon. Alors, ouais, je pense qu'il manque par contre un petit truc, c'est que, bah, en fait, on n'entend rien, quoi. On n'entend rien. Ça fait quand même assez vide, je trouve. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de mettre des conversations des astronautes, histoire de meubler un peu. Alors du coup, de quoi ils vont parler ces astronautes? Bah déjà, ils vont parler technique, logique. Ils vont dire, bah, ils vont commenter ce qu'on fait, quoi. Genre, on est en orbite ou encore allumage des moteurs dans 30 secondes. Voilà. Beyond 12, Houston. 30 seconds away from the scheduled engine's ignition. Okay, Matt. Et aussi, il faudrait qu'on ressente l'aspect humain dans la conversation. Donc ça veut dire que des fois, ils parleront de leur vie, de tout et de rien, même ils plaisanteront un peu. Et d'ailleurs, c'est dans le cas dans la réalité, hein. Il y a des moments où, bah, il y a pas mal de moments où il y a des temps morts, et du coup, bah, les astronautes, ils discutent entre eux. Enfin, c'est des humains, quoi. Et puis la cohésion, de toute façon, c'est hyper important, quoi, quand on est astronaute. Just time to find the musics we brought. Takao, don't tell me you've forgotten musics, don't you dare. Or maybe do you prefer hear me singing? Okay, nice, we've got them. Blue Danube by Johann Strauss. My favorite one. I like it too. 1867, but has not aged one bit. Donc voilà, maintenant qu'on a fait la première partie du jeu, bah, on va avoir la phase d'arrimage au vaisseau interstellaire. Alors, donc on va commencer par une cinématique où on voit le vaisseau depuis le cockpit. Donc on entend les astronautes qui commentent ce qu'ils voient. Voilà. 12 Houston. 45 minutes away from docking. You should have a great view of Helios on your left. Yes, Matt, an amazing view indeed. Après, on va ajouter la musique. Alors oui, il faudrait que la musique ait un côté mystérieux, hein, parce qu'on va rejoindre un vaisseau qui nous emmènera dans l'espace infini. Et il faudrait aussi que la musique fasse ressentir le côté, comment dire, concentration, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais parce que bon, on est quand même dans une manœuvre d'arrimage qui est délicate, tout ça, quoi. 12 Houston. 45 minutes away from docking. You should have a great view of Helios on your left. Yes, Matt, an amazing view indeed. Alors voilà, maintenant on va voir la phase de jeu. Donc là, le joueur, il va devoir s'arrimer au vaisseau. Et donc pour atteindre le point d'arrimage qui est ici, il pourra se déplacer vers l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. Et on va indiquer les touches en haut à gauche. On va aussi indiquer du coup la direction du mouvement. Voilà. Et on va indiquer la distance entre la fusée et le port d'arrimage. On va indiquer aussi la vitesse, sachant que la vitesse doit être assez faible au moment de l'arrimage pour pas exploser le vaisseau, quoi. Le joueur pourra aussi faire pivoter la fusée, et pareil, on indique les touches en haut à gauche, sachant que la fusée, elle devra être orientée correctement au moment de l'arrimage, il faut qu'elle soit parallèle en gros. Donc ça, c'est l'orientation de la fusée, et ça, c'est l'orientation qu'on doit avoir lors de l'arrimage. Alors, avant cette phase de jeu, il faudrait quand même quelques instructions au joueur, déjà indiquer où il est à l'écran, parce que sinon, j'avoue qu'on ne voit pas bien.
Et ensuite, mettre en évidence le port d'arrimage. Donc voilà, je pense que là, c'est suffisamment clair. Un dernier truc, dire qu'au moment de l'arrimage, la vitesse ne doit pas dépasser tant de mètres par seconde et la fusée doit être orientée de tant de degrés. Alors là par contre c'est un peu trop brutal je pense, on a plein de trucs à l'écran d'un coup, on ne sait pas vraiment où regarder là, donc il y a beaucoup trop d'informations, donc tout ça on le mettra après le tuto, pour l'instant on n'en a pas besoin. Donc voilà, c'est mieux, mais ça reste encore trop brutal, encore je trouve, parce que on a le plan qui change et le tuto qui apparaît en même temps. Donc encore une fois, on ne sait pas trop regarder. Du coup, je vais d'abord introduire juste le plan et seulement après le tuto. Voilà, on fait les choses progressivement, enfin, on affiche les choses progressivement. Et après, comme d'hab, quelques dialogues pour l'immersion. Houston, we're go for docking. 1905 feet away from Helios. Relative velocity 32.8 feet per second. Minus 15 degrees relative to docking port axis. OK 12 go for docking. Alors là, le petit problème, c'est que si le joueur bloque dans cette phase d'arrimage, parce que bon, c'est quand même pas non plus évident, du coup, il pourra pas voir la suite du jeu, ce qui est un peu dommage en vrai. Du coup, on va mettre une option pilote automatique, comme ça, et qui permettra donc de passer cette phase, donc si on galère trop, avec par contre forcément un petit malus. Donc si le joueur active le pilote auto, alors on va lui dire, êtes-vous sûr, car il y a une chance sur 3 pour qu'il y ait une couille. Et là on va présenter au joueur donc les deux choix qui se livrent à lui. Donc soit il dit qu'il veut vraiment poursuivre, qu'il veut vraiment faire le pilote automatique, donc il accepte qu'il y a un risque, ou soit finalement il renonce au pilote automatique parce que ce serait trop risqué. Et pour créer un effet de tension, on va afficher les choix comme ça, voilà. Alors là, le problème, c'est que ça casse un peu l'immersion, je trouve. En fait, il faudrait que toute cette histoire de pilote auto soit intégrée dans le scénario. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que quand le joueur il active le pilote auto, il y a un perso qui va dire qu'on a un souci avec les commandes manuelles et qu'on passe en auto. Ensuite, le perso va voir une défaillance et il va dire on a une défaillance dans le pilote auto, ça veut dire qu'on a une chance sur 3 d'échouer. Voilà. Houston, we've some problems with manual controls. They do not respond as planned. Understood 12. Use autopilot instead. Another problem, Houston. 56, a failure in the autopilot system. This means a 30% risk to fail. Donc là, on présente les choix aux joueurs. Alors, si le joueur renonce finalement au pilote automatique, le perso dit c'est trop risqué, on laisse tomber. 30% risk is not acceptable. We keep the manual control. Et si le joueur persiste, le perso il va dire ok, on tente quand même. 30% risk is acceptable. We confirm the activation of autopilot system. Et là, on lance la cinématique d'arrimage automatique. Autopilot activated. Donc là, comme j'avais dit avant, il y a une chance sur 3 que l'arrimage se passe mal. Alors s'il se passe mal, le perso il va dire il y a un souci avec le pilote auto, il nous fait, on ne ralentit pas en fait et on est en train de foncer vers le vaisseau. Voilà. Houston, the autopilot system does not slow us down as planned. Understood 12. Deactivate now autopilot. Oui, puis pour faire ressentir un peu le stress, là on va accélérer légèrement le discours. Voilà, hop là. We failed to deactivate autopilot. Et ensuite on va voir la collision avec le vaisseau. Donc là on va mettre un bruit d'explosion
et on va même faire en sorte que l'explosion ils viennent couper le dialogue. Comme ça surprend et ça donne l'impression que les persos là ils contrôlent vraiment plus rien. We're trying again, but Et pour finir, il y a un des persos qui mourra à l'issue de l'explosion, donc c'est le malus en fait. Et par contre les autres persos ils seront sains et saufs et pourront entrer à bord du vaisseau qui lui est resté intact. Et ça bien sûr ce sera indiqué aux joueurs, hein, donc ça... Voilà, donc ça c'est si l'arrimage se passe mal. Maintenant dans le cas où tout se passe bien, alors, le perso il va dire que tout est ok. the autopilot system slows us down as planned. Thank you, 12. Et après il dit on est arrimé au vaisseau, donc là ce sera un peu la phrase marquante, hein, quoi, la phrase de soulagement. Donc le Capcom il va dire ok c'est super, procéder au transfert de l'équipage, et avec des applaudissements en fond. Alors oui des applaudissements parce que en fait en réalité dans les missions spatiales, vous pouvez voir hein, sur les vidéos de la NASA, quand il y a une étape assez délicate qui vient d'être réussie, en fait les gens au sol ils applaudissent. Ça se fait assez couramment. Houston, we're docked to Helios. Nice, 12. We're all happy to hear that. You can now proceed to pressure equalization, then crew transfer. Donc là, ça y est, on est à bord du fameux vaisseau interstellaire qui va nous emmener dans l'espace infini. Et là, on pourrait démarrer par un beau plan contemplatif, genre une baie d'observation avec une vue sur la Terre. Donc déjà, la baie d'observation, voilà. Maintenant, il faut une image de la Terre, et c'est là que je vais pouvoir vous parler de Space Engine. Donc Space Engine, c'est un logiciel, ou plutôt un jeu qu'on peut trouver sur Steam pour 25 €, je crois. Et donc là, l'idée, c'est qu'on contrôle une caméra, en fait, et on peut explorer tout l'espace, que ce soit des planètes, du système solaire, d'autres étoiles, exoplanètes, ou des nébuleuses, d'autres galaxies. Bref, c'est un truc de ouf, et les images sont vraiment sublimes. Donc en tout cas, voilà, je vous le conseille si vous voulez vous perdre dans les étoiles, à contempler. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc bref, donc on avait dit une image de la Terre. Donc voilà. Alors attention parce que là dans notre jeu, le vaisseau il se situe à 1200 km d'altitude. Donc s'il veut faire quelque chose de réaliste, il va falloir qu'on se place à 1200 km d'altitude également. Voilà, donc là ça me semble bien. En plus on reconnaît l'Italie, donc je trouve que c'est plutôt stylé. Maintenant capture d'écran, et voilà, c'est bon. Alors donc voyons ce que ça donne. Donc ouais c'est sympa, mais je pense que c'est un peu trop brutal. En fait ce qui serait bien c'est que la baie d'observation elle s'ouvre progressivement pour dévoiler la Terre petit à petit. Alors pour l'ouverture, pour cette baie d'observation, enfin pour l'ouverture, je vais pas me faire chier, je vais juste prendre directement le gris là que je vais mettre dans mon programme, et du coup ça donne ça. Alors ce qui pourrait être vraiment cool aussi, c'est de rajouter des objets qui flottent en apesanteur. Alors donc là encore une fois, on va faire simple, on va juste prendre des ronds colorés, et maintenant on va les faire flotter. Donc pour ça, on va leur mettre une vitesse initiale aléatoire, et dès qu'ils rencontrent une paroi, on va modifier leur vitesse de cette façon. Voilà. Ok, donc là, ça commence à avoir un peu plus de gueule. Maintenant, au niveau du son, alors ça manque un peu de musique. Donc là, pour la musique, il faudrait un truc un peu épique parce qu'on démarre quand même un voyage interstellaire. Voilà, genre ça me paraît plutôt bien. Alors niveau son, il manque quand même quelque chose.
Alors je verrais bien une voix robotique, genre d'une intelligence artificielle. Donc ça pourrait être pas mal, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait dire, cette voix? Alors, déjà, elle pourrait dire bienvenue à bord, déjà. Donc, histoire qu'on comprenne bien que ça y est, on est dans le vaisseau interstellaire. Ok, alors maintenant, donc il faut générer cette voix. Donc là, comme on avait vu juste avant, on va sur Voice Maker. Hop. Welcome to Helios Interstellar Spaceship. Ensuite, sur YouTube, on va taper Audacity, voix robotique. Hop, on fait la modif sur Audacity. Welcome to Helios Interstellar Spaceship. Welcome to Helios Interstellar Spaceship. Et voilà, on a une voix robotique plutôt stylée. Alors maintenant, donc, comment va se passer le voyage interstellaire en termes de gameplay? Alors déjà, je pourrais me dire, bon bah on va faire comme la première partie du jeu, hein, donc genre on contrôle le vaisseau et on doit se diriger vers notre destination. Alors concrètement, ça veut dire que... donc qu'est-ce que ça veut dire enfin, concrètement, le joueur va devoir faire quoi? Bah, il va devoir accélérer vers la destination, ensuite attendre, et ralentir juste avant la destination. Donc bref, en vrai, en termes de gameplay, je trouve que c'est pas ouf, c'est très simple, quoi. Du coup, moi je pense que là, ce qui serait plus adapté, c'est cette partie du jeu, il faudrait qu'elle soit plutôt narrative et contemplative. Alors donc pour ce qui est du gameplay, ce sera assez simple. Voilà, il suffira, on va juste naviguer dans un menu et puis activer des systèmes d'hibernation, ensuite activer tel système, etc. Donc et du coup, bah, c'est parti pour la première phase. Alors déjà, on va créer notre menu. Alors ça, ce sera l'ordinateur de bord du vaisseau. Voilà. Je vais aussi rajouter une image du vaisseau qui tourne en permanence. Voilà, ça fait, ça rend un aspect plutôt cool. Ensuite, pour le menu, donc je vais le faire directement avec mon programme, comme ça. Ah oui, puis aussi indiquer donc les touches pour naviguer, très important. Et donc ensuite, on va dire au joueur qu'il doit mettre le cap vers la destination. Et donc là, en voyant le menu, il doit comprendre qu'il doit aller sur navigation. Et alors s'il se trompe d'option, en fait il ne se passera rien, hein, tout simplement, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Ok, donc maintenant qu'il est dans navigation, le joueur, eh ben, il doit rentrer les coordonnées de la destination. Et ces coordonnées, on lui indique ici. Enfin, elles sont indiquées ici. Et pour pas que ce soit non plus trop évident, on va juste mettre lat et longe. Voilà. Ok, donc maintenant on va dire au joueur d'allumer les moteurs. Donc là il doit comprendre qu'il doit aller sur propulsion. Et alors là ce qui serait cool maintenant, c'est de montrer le vaisseau qui se met en mouvement. Donc pour ça on va revenir sur notre baie d'observation avec les objets là qui flottaient en apesanteur. Et dès que le vaisseau va se mettre en mouvement, et ben les objets, hop, ils seront plaqués au sol. Et puis enfin, donc, la voix robotique, elle dira activation des moteurs. Comme ça, bah, le joueur il comprend bien que le vaisseau se met en mouvement. Activation of propulsion systems. Acceleration 1G.
Alors maintenant, deuxième phase. Donc le vaisseau va survoler la planète Saturne. Donc on va revenir sur le fameux ordinateur de bord avec la voie robotique. Imminent event. Saturn overflight. Alors distance à la Terre, alors puisqu'on est vers Saturne, donc c'est 1,3 milliard de kilomètres. Date actuelle, donc étant donné la poussée de l'accélération de 1G du vaisseau, le vaisseau il met 6 jours pour atteindre, il a mis 6 jours pour atteindre Saturne, qui fait qu'on est le 28 juillet 2089. Pour la vitesse, on est à 1,7% de la vitesse lumière. Et c'est à peu près tout. Et, ah oui, alors avant le menu, on va afficher un message 6 jours plus tard. Voilà, comme ça fait une petite transition. Ensuite, donc, on va dire au joueur qu'il faut faire une analyse spectrométrique de l'atmosphère de Saturne. Donc là, il doit aller sur spectromètre. Et ensuite, bah, évidemment, on va montrer le survol de Saturne, hein, parce que sinon ça servirait à rien. Donc pour ça, on va revenir sur Space Engine. Et sur Space Engine, on va survoler Saturne avec une capture vidéo. Alors là, donc, il ne faut pas se planter sur la vitesse, hein. Donc, vu que dans notre jeu, le vaisseau va à 1,7% de la vitesse de la lumière, bah là, sur Space Engine, on va aussi aller à cette même vitesse, pour être réaliste. Et après, on fait une capture vidéo et on la met dans notre programme. Alors en fait, bon, c'est un peu un détail, mais je vais pas mettre directement le format, enfin je ne peux pas mettre directement le format vidéo dans le programme. En fait, il faut que je la découpe en plusieurs images que je mets une par une dans le programme avec le bon intervalle de temps, évidemment. Enfin bon, bref, donc ça c'est un peu un détail. Et pour revenir sur le survol de Saturne avec la baie d'observation, et donc si je rajoute un peu de musique, et ben on obtient ça. Opening of the observation bay. Ce qui est plutôt pas mal. Alors maintenant, la phase suivante. Donc là, le vaisseau il a atteint sa vitesse de croisière. On revient sur notre ordinateur de bord. Donc là, la vitesse, ben, c'est la vitesse de croisière, du coup qui est de 10% de la vitesse de la lumière. Date actuelle, vu l'accélération du vaisseau de 1G, le vaisseau a mis 35 jours pour atteindre la vitesse de croisière, qui fait qu'on est le 26 août 2089. Et pour la distance à la Terre, on est 46 milliards de kilomètres. Donc pour vous donner une idée, c'est 10 fois plus loin que Pluton et 2 fois plus loin que la sonde Voyager. Donc ce qui fait quand même pas mal. Et avant notre menu, on va afficher un message 35 jours plus tard, toujours pour la transition. Et on va dire au joueur que comme on atteint la vitesse de croisière, eh ben, il faut stopper les moteurs. Donc là, il doit aller sur propulsion. Après, donc, on retourne sur la baie d'observation. Donc là, avec une belle vue sur l'espace. Et pour montrer que le vaisseau arrête d'accélérer, on va mettre des objets qui sont plaqués au sol, puis qui se mettent à flotter en apesanteur subitement. Et enfin, donc, la voie robotique qui dira désactivation des moteurs. Comme ça, le joueur comprend bien que le vaisseau arrête d'accélérer. Propulsion system disabled. Voilà. Donc là, ben, les persos, en vrai, ils ont plus grand chose à faire. Donc ils peuvent rentrer en hibernation. Du coup, on va revenir sur l'ordinateur de bord. On va dire au joueur qu'il faut se mettre en hyper sommeil. Et donc là,
Donc là, il faut aller sur hibernation. Après, hop, on met une petite image d'un système d'hibernation avec la voie robotique. Activation of hibernation systems. Et maintenant, il va se passer pas grand-chose jusqu'à la destination. Enfin, du moins, c'est ce qu'on croit au début, hein, parce qu'après, il y aura le trou noir, évidemment. Alors, ce serait quand même bien de montrer le vaisseau évoluer dans l'espace interstellaire. Je pense que ça pourrait être assez stylé. Donc pour ça, on va revenir sur Space Engine. On va partir de la Terre et s'éloigner progressivement, comme ça, avec une capture vidéo. Alors pour la vitesse, il ne faut pas que ce soit trop lent pour qu'on puisse voir les étoiles bouger. Donc là, parce on va prendre une vitesse de 5 années-lumière par seconde. Et je pense que là, ça va, c'est plutôt pas mal. On voit bien donc les étoiles qui défilent. Ce serait bien aussi d'afficher les années qui défilent sur l'écran. Alors là, grande question, à quelle vitesse les années doivent défiler sur l'écran? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre vaisseau va à 10% de la vitesse de la lumière. Or, sur la vidéo, on va à 5 années-lumière par seconde. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on va 2 milliards de fois plus vite. Du coup, à chaque seconde, on va dire réelle, il faut qu'on fasse défiler 2 milliards de secondes, ce qui fait 54 années. Donc finalement, ça donne ça. Et alors je trouve ce plan assez beau, franchement, avec les constellations qui se déforment, enfin c'est assez ouf en tout cas. Donc merci Space Engine. Alors maintenant, on va mettre enfin notre fameuse séquence avec le trou noir. Donc pour rappel, le vaisseau arrive à proximité du trou noir, mais il ne se dirige pas exactement vers le trou noir et plutôt légèrement à côté, heureusement. Du coup, l'équipage sera sain et sauf. Alors super, mais du coup, c'est quoi l'objectif dans cette séquence? Donc à part observer le trou noir. Donc voilà du coup ce qu'on pourrait mettre. Alors tout d'abord, il faut rappeler que initialement nos protagonistes sont en hibernation. Et c'est quand le vaisseau va s'approcher du trou noir qu'il va détecter qu'il y a quelque chose d'anormal aux alentours, donc il va stopper les systèmes d'hibernation. Donc l'équipage se réveille et alors d'abord ils croient qu'ils sont arrivés à destination, mais quand ils consultent l'ordinateur de bord, ils découvrent qu'en fait ils sont encore méga loin de leur destination, ils ne sont pas du tout arrivés, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le film Passenger. Alors concrètement, le joueur il va faire quoi? Déjà, on va lui indiquer que l'équipage sort d'hibernation, voilà. End of hibernation procedure. Après, on va lui afficher l'ordinateur de bord. Donc distance à la Terre, on va dire aller 168 années-lumière, c'est-à-dire qu'on est environ à la moitié du voyage. Ensuite, pour la date actuelle, alors comme le vaisseau était à 10% de la vitesse de la lumière, il aura voyagé pendant 1680 ans, donc on est en l'an 3769. Et enfin, la vitesse actuelle, voilà, hop là. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, le joueur, il va falloir qu'il comprenne qu'il y a un souci. Donc là, il a plusieurs choix. Dire aux autres qu'il n'y a aucun problème, que tout va bien, hein. On s'est réveillé 2000 ans trop tôt, mais tout va bien. Dire qu'il y a un problème avec les systèmes de propulsion. Dire qu'il y a eu un problème avec le système d'hibernation, ou encore dire qu'il y a eu un problème de trajectoire. Et sur ces 4 choix, c'est le deuxième qui est le bon, hein, évidemment, vu que l'équipage s'est réveillé alors qu'ils sont encore trop loin, ils sont encore bien loin de leur destination. Et alors là, vous inquiétez pas, si le joueur se trompe de choix, en fait, on lui dira tout simplement on lui fera comprendre que c'est pas le bon choix, tout simplement. Et alors après, on va dire au joueur de faire un scan gravitationnel pour voir s'il n'y aurait pas par hasard un corps massif à proximité. Et c'est là qu'il va découvrir qu'il y a un champ gravitationnel de 1G, ce qui est assez énorme, hein, en tout cas.
Du coup, les persos, bah, ils se disent qu'ils doivent être à côté d'un objet massif, genre bien vénère, et que ce serait bien d'aller à la baie d'observation pour voir de quoi il s'agit. Bref, et puis donc tout ça en ajoutant une petite musique un peu oppressante et angoissante, et ben ça donne ça. Gravitational field detected. Calculation of gravitational field in progress. Calculation of gravitational field completed. Gravitational field magnitude 1.04 G. Alors c'est là maintenant qu'on va apercevoir le trou noir. Alors pour le trou noir, on va encore sur Space Engine. Voilà. Alors comme dans notre jeu, le vaisseau est à 7,5 milliards de kilomètres du trou noir, et ben on va se mettre aussi à cette même distance. Alors ouais, là le problème c'est que le trou noir il est plus grand, il est beaucoup plus grand que dans notre jeu. Du coup, bah, pour compenser, on va se mettre plus loin. Ah oui, puis aussi on va réduire la luminosité. Hop, capture d'écran. Alors vous allez dire, oui d'ailleurs, comment le vaisseau va résister quand il va traverser le disque d'accrétion? Alors là, bah, on va dire que le vaisseau il a un bouclier magnétique, hein, et qui permet de dévier les particules qui nous foncent dessus. Donc bref, alors là ce que j'aime bien c'est vraiment la progression en fait. D'abord on dit au joueur qu'il y a eu un problème, après on lui dit qu'il y a un corps très massif à proximité du vaisseau, après il voit le trou noir, et enfin on lui dit qu'il s'agit d'un trou noir. Donc il y a vraiment toute une progression que je trouve qui est assez importante. Sinon, donc, pour revenir à la luminosité du trou noir, vu qu'elle est plus faible que dans la réalité, là elle est beaucoup plus faible, hein, on va justifier ça en disant que la baie d'observation, elle filtre 99% de la luminosité. Après, ce qui serait bien, ce serait d'afficher le trou noir dans un deuxième temps avec sa vraie luminosité. Et donc ça ferait en quelque sorte un bain de lumière en fait assez stylé, un peu comme dans le film Sunshine hein, d'ailleurs. Alors même si je trouve que, enfin le film, je trouve qu'il est pas terrible en soi, cette scène elle est quand même assez incroyable. Du coup bon bah je vous cache pas qu'on va s'en inspirer. Du coup ce qu'on va faire c'est que sur Space Engine on va tout simplement mettre la vraie luminosité et hop capture d'écran. Du coup depuis la baie d'observation, eh ben, on va voir d'abord le trou noir avec la luminosité réduite et ensuite avec la vraie luminosité. Bon alors là je trouve que ça fait quand même beaucoup trop brutal, hein, on va pas se le cacher. Du coup il faudrait une transition, quelque chose de plus progressif. Et alors comment on va faire? Eh ben, on va prendre la technique de bourrin, c'est-à-dire qu'on va augmenter la luminosité juste d'un cran et à chaque fois on fait une capture d'écran et ainsi de suite. Oui, je vous avais dit hein, que c'était de l'artisanal. Et du coup, ça donne ça. Ok, donc ça, super. Mais il y a un petit truc là qui me gêne, c'est bah, pourquoi, en fait, pour quelle raison le filtre luminosité tout à coup se désactiverait, quoi. Genre les persos, ils se disent, allez, venez, on désactive le filtre, comme ça on va se prendre toute la lumière dans la gueule, et comme ça on devient aveugle. Enfin bon, bref, faut que ce soit un peu justifié, quoi. Donc moi, ce que je propose, c'est que, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une anomalie sur le filtre de luminosité, et du coup, bah, par sécurité, il doit se désactiver.
Anomaly detected with luminosity filter. For security of other systems, deactivation of luminosity filter. Closure of the observation bay. Voilà, parfait. Alors maintenant, on va revenir sur l'ordinateur de bord et le joueur devra faire un calcul de trajectoire. Là, pour voir si est-ce qu'on fonce dans le trou noir, auquel cas on est dans la merde, ou est-ce qu'on l'évite, auquel cas eh ben, c'est rassurant. Donc là, il va y avoir. Donc là, quand le joueur fait faire le calcul de trajectoire, il va voir un petit dysfonctionnement, c'est-à-dire que l'ordinateur de bord va afficher une fausse trajectoire, selon laquelle eh ben, ils vont chuter dans le trou noir. Trajectory calculation in progress. Trajectory calculation completed. Alors maintenant, donc, les persos, ils vont devoir prendre une décision. Donc du coup, le joueur, il a plusieurs choix. Alors dire aux autres qu'il faut envoyer un message vers la Terre pour leur informer de l'échec de la mission. Ou dire qu'il faut allumer les moteurs pour corriger la trajectoire et éviter le trou noir. Dire qu'il faut recalculer la trajectoire car il y a peut-être eu une erreur de calcul. Ou encore dire qu'il faut envoyer un signal de détresse vers la Terre. Et sur ces 4 choix, c'est bien sûr le troisième qui est le bon. Du coup, retour une dernière fois sur l'ordinateur de bord. Le joueur doit recalculer la trajectoire et il voit cette fois-ci la vraie trajectoire, hein, c'est-à-dire celle que je vous avais montrée en tout début de vidéo. Et donc là, nos protas se disent que c'est trop cool, ils évitent le trou noir. Bref, le problème est maintenant résolu. Trajectory calculation in progress. Trajectory calculation completed. Alors, on va juste afficher le trou noir au loin, là, pour montrer qu'on s'éloigne, qu'on s'en éloigne. Et voilà. Et maintenant, il y a encore un léger petit souci, c'est que comme le vaisseau est passé à proximité du trou noir, cette trajectoire, elle a été quand même déviée. Donc, il va falloir faire une correction de trajectoire. Donc ça, cette correction, on va la calculer. Donc, on a la vitesse actuelle, la vitesse qu'on veut avoir. On fait la différence des deux. On a la modification de vitesse à appliquer. Et comme on connaît la puissance des moteurs, on en déduit la durée de propulsion, ce qui fait 12 jours. Ce qui fait que si on commence la propulsion donc le 25 juin 3769 au pif, on va la terminer le 7 juillet 3769. Et hop, on indique tout ça aux joueurs et l'équipage retourne en hibernation. Et maintenant, ça y est, le vaisseau est enfin arrivé à destination et l'équipage sort d'hibernation. Alors vu qu'ils ont parcouru 428 années-lumière à 10% de la vitesse de la lumière, le voyage aura duré donc 4280 ans. Donc on est en l'an 6369, disons au pif, allez, le 28 janvier. Et le 30 janvier, donc le temps qu'ils se réveillent, qu'ils prennent le café, qu'ils sortent de la gueule de bois, tout ça, ils entament la décélération qui dure, donc on rappelle, 35 jours. Donc ce qui nous amène jusqu'au 6 mars 6369. Voilà. End of hibernation procedure. Donc là, on montre l'ordinateur de bord. Alors, distance à Valora B, on va dire 30 000 km. Vitesse, on va dire 2,9 km par seconde. Alors là, le joueur, il n'a rien à faire. En fait, on lui montre juste qu'on est arrivé à destination. Et après, il découvre la planète depuis la baie d'observation.
Alors pour afficher la planète, comme toujours, on va sur Space Engine et on va chercher une exoplanète. Ah oui, juste pour préciser, tout ça c'est les planètes fictives, hein. Finalement, j'ai pris cette planète. J'aime bien la couleur bleu clair là qui donne un aspect, je trouve, assez accueillant. Et les 2 étoiles là, c'est assez spectaculaire. Ah oui, et vu que le vaisseau est à environ 30 000 km de la planète, il faut se mettre à la même distance sur Space Engine. Alors là, la planète que j'ai trouvée, elle fait 4600 km de rayon, donc elle est légèrement plus petite que la Terre.